C'est toujours une question auquel j'ai plus de difficultés parce que ça bouge beaucoup. Je pense qu'on a plus de 2000 journalistes dans le groupe, 3500 personnes au total. Quand je vois ce slide-là, en fait, en termes de transformation digitale, il me fait penser en fait à toute une série d'innovations, surtout en termes comportement. C'est vrai que on drive l'innovation technologique de manière générale, mais autour des comportements humains, il y a en fait énormément de choses à faire. Un des éléments qui a été installé dans nos entreprises il y a de cela maintenant 2 ans et demi, c'est qu'on a installé la visioconférence. Alors ça peut paraître bateau, et aujourd'hui tout le monde fait des Skype, en tout cas beaucoup. En fait, on a installé un équipement professionnel de visioconférence qui vous donne en fait vraiment l'aisance en fait de pouvoir vous exprimer debout, assis, sans en fait tenir compte de la technologie. Et chaque écran est en fait une vitrine du lieu qui se passe à côté. En fait, cet équipement est présent dans plus de 12 situations différentes. Et en fait, qu'est-ce que ça a permis de faire? Ça a permis de faire que les gens ont pu être naturels dans la manière dont ils s'exprimaient au travers d'un écran et ont pu en fait renforcer leur niveau de connaissance, les liens qu'ils ont tissés entre eux et le partage de compétences. Ce qui fait qu'en fait, dans chacun des lieux, on sait qu'il y a cette salle. Alors moi, qui suis, comment dire, un amateur de science-fiction et qui ai vécu toute ma jeunesse dans tous ces bouquins, moi je vis de la science-fiction tous les jours. Donc j'ai l'impression, je rentre dans la pièce, je m'adresse à Reims et j'ai vraiment l'impression des fois de travailler une journée entière avec mes collaborateurs qui se trouvent à Reims, à Lille, ici à Liège, si moi je suis basé à Sud Presse. Et en fait, de travailler ensemble, d'avoir cette vraie collaboration, il faut l'avoir vécu pour se rendre compte que c'est d'une qualité supérieure à un Skype, aux autres éléments de vidéoconférence. Et ça transforme l'entreprise. Ça veut dire que l'entreprise, c'est plus simplement le lieu et les quelques collègues que vous avez. Moi, mes collègues et mes amis avec lesquels je travaille sont partout dans l'ensemble du groupe. Et en fait, toutes ces entités, c'est autant de personnes, autant de compétences qu'on est capable en fait de ramener pour une réunion de travail de 15 minutes, 30 minutes, pour pouvoir faire le partage de compétences et réussir à échanger. Après, on en profite, en fait, les moments où on se voit, généralement, c'est des moments, des fois même un peu plus légers, un peu plus agréables, parce que, quelque part, on a fait le boulot difficile, on l'a fait au travers de nos outils de visioconférence. C'était une vraie transformation pour le groupe, parce qu'en fait, la difficulté dans la transformation digitale pour des groupes comme les nôtres, c'est d'attirer des talents. Et en fait, les jeunes talents sont attirés énormément par les échanges. Et aujourd'hui, il y a des talents qui valorisent en fait leur arrivée dans le groupe avec le fait qu'effectivement, chez 20 minutes à Paris, il y a telle et telle compétence qui est attractive. Il y en a une autre qui est intéressante à Lille et il y en a une troisième qui est intéressante à Bruxelles. Cela crée en fait un groupe de travail virtuel qui crée l'essence même de la motivation pour laquelle en fait ils travaillent pour le groupe et qui crée de l'émulation, du partage de connaissances. Donc, en termes de transformation digitale, ce genre d'innovation installée dans les entreprises comme les nôtres, qui sont des entreprises pour lesquelles l'information est clé, mais il y a beaucoup d'entreprises pour lesquelles, mais nous sommes axés autour de l'information et de l'échange d'informations, ces éléments, en fait, étaient tout particuliers. Peut-être un mot aussi sur le groupe Rossel. En fait, les groupes de presse comme les nôtres, ce sont des groupes industriels. On a en fait des outils de production. Ça reste pour moi toujours un exploit. Donc, il faut savoir que nous, journalistes... Donc, en fait, on est une entreprise presque 99% digitale. En fait, nos journalistes, tout le flux de production devient physique sur une imprimante qui imprime les plaques qui vont être mises dans les rotatives qui se trouvent à la pièce à côté des rotatives et jusque-là, tout le reste, aujourd'hui, la prise d'information. Alors peut-être en amont, il y a peut-être quelques journalistes qui ont encore un carnet pour pouvoir prendre note, mais après, en fait, connectés sur l'ensemble du réseau avec des systèmes auxquels ils peuvent accéder depuis leur laptop, bientôt depuis leur tablette et leur smartphone. En fait, ils entrent les informations dans le système, les produisent directement pour tout ce qui est notre information en continu, pour pouvoir informer. Et là, directement, on arrive à vous toucher tous au travers de vos devices, avec des push sur les systèmes type WhatsApp et autres, ou bien directement en in-app messaging, mais également sur nos sites d'information. Mais tout ça passe. Et puis, en fait, en fin de journée,
Euh, Nous, on voit d'ailleurs l'aspect papier, on le voit en fait comme un canal, et on essaye en fait de donner un canal qualitatif pour pouvoir vous transmettre l'information. On est tous des clients qui aimons bien être tenus informés quelque part en temps réel, c'est la vie dans laquelle on vit aujourd'hui, mais effectivement, en fin de journée, on réfléchit au meilleur de l'information qu'on pourrait vous mettre dans un format qui est en fait très très pertinent en termes de prise d'information globale, de visualisation. On travaille aussi beaucoup sur cet aspect-là. Et en fait, on les transmet à cette imprimerie plus ou moins vers 11h, 11h30. Et à ce moment-là, notre processus industriel se met en place. L'ensemble de la machine, vous pouvez passer, elle est près de Nivelles. En fait, elle est tout éclairée dans la nuit, donc on voit tourner les rotatives même depuis l'extérieur. Et en fait, dès 5h du matin, dans l'ensemble de nos points différents, on en a à Paris pour 20 minutes, on en a comment dire, dans toute la Wallonie pour la Meuse, ici à Liège. Ce journal est imprimé, le meilleur de l'information, distribué dans un format portable que vous pouvez emmener avec vous, facile à partager, etc. Et chaque jour, est comment dire, ce miracle industriel de pouvoir enchaîner effectivement tous ces éléments-là. Et nous avons aussi notre part de robots, puisqu'en fait aujourd'hui, le groupe Rossel avait investi au moment de la construction de sa nouvelle imprimerie dans toute une série de robots pour l'aspect manutention du papier, qui sont en fait des énormes roues de papier et qui sont en fait transportés par des robots. Donc quand vous arrivez là, si vous êtes capable au début de ne voir personne et de voir passer que des machines qui effectivement sont en train de préparer les rotatives pour au moment où elles vont tourner. En tout cas, voilà quelques éléments par rapport à ce slide. Donc, alors on a préparé quelques questions, voilà, ouais. Qu'il va découvrir avec vous. Ça, c'est la règle du jeu qu'on s'était donnée. Et puis, si tu veux bien, ben, voilà, première chose, finalement, qu'est-ce que vous avez fait pour vous préparer à cette transformation numérique? Tout le monde imagine qu'effectivement, entre ce qu'on a sur son smartphone et la manière dont on travaillait il y a 5 ou 10 ans, les différences doivent être notoires. En fait, un groupe comme Rossel, un groupe de presse de manière générale, est en transformation presque depuis maintenant 3 décennies. Et le numérique, en fait, est très vite rentré dans l'ensemble de nos processus de mise en place. Ce qui est effectivement... donc, effectivement, il y a les produits que vous avez l'habitude de consommer, qui sont aujourd'hui le fait de pouvoir ouvrir votre smartphone et accéder directement à notre produit. Ça, en termes de transformation numérique, c'est une transformation tant pour vous dans cette manière d'accéder qu'également pour le journaliste quand il prend en fait confiance dans ce système, qu'il est capable effectivement d'interpeller le lecteur, notre client, qu'il est capable de l'interpeller partout. Et effectivement, il produit une première information qui est une information plus factuelle pour l'envoyer, pour pouvoir vous annoncer l'information, et puis petit à petit vous informer sur des informations beaucoup plus construites lorsque le temps passe et qu'il a le temps d'aller prendre des informations, de pouvoir créer un angle spécifique sur cette information pour pouvoir faire comprendre à l'ensemble de nos lecteurs ce qui est en jeu par rapport à cette information. De manière générale, pour nous, c'était en fait un outil central de production qui nous permet de produire sur l'ensemble des canaux sur lesquels on veut faire, qui a été un investissement qui a été fait il y a 5 ans, mais également beaucoup, tu l'as parlé de UX. Pour nous, aujourd'hui, le consommateur est très exigeant. Il nous compare en fait par rapport aux GAFAM, les Google, Apple, Facebook et autres, qui ont monté en fait les standards et les attentes de l'ensemble des clients de manière très importante. Et en fait, on a dû se renforcer avec toute une série de nouvelles compétences. Et c'est Rossel Campus qui était comment dire, le label global de la présentation. Et je pense que j'aurai l'occasion de pouvoir parler plus après des initiatives que l'on a par rapport à ce type de public pour pouvoir effectivement stimuler l'innovation, les réactions et la construction de notre transformation numérique. De manière générale, en fait, pour nous, la transformation numérique est plutôt une opportunité parce qu'aujourd'hui, nos médias touchent en fait beaucoup plus de monde qu'ils n'en touchaient à l'époque, même si, de manière générale, la consommation du papier, elle, est en régression par rapport à l'ensemble des autres médias. Mais globalement, au travers de nos médias numériques, nous touchons en fait aujourd'hui beaucoup plus de personnes au travers de nos produits. Donc pour nous, cette transformation numérique de la presse est une réelle opportunité et quelque part, elle est porteur, on est tous consommateurs de ces applications et travailler au sein d'un média, c'est vraiment pouvoir être acteur au niveau de ces nouveaux canaux, de pouvoir être acteur de produits,
être acteur de, comment dire, de ce qui nous motive. Et donc, effectivement, réussir à mettre en production des systèmes d'alerte pour pouvoir informer, comment dire, la population sur des informations particulières, tant joyeuses des fois qu'informatives, neutres ou bien négatives, quelque part, motive en fait l'ensemble du personnel au travers de la mission pour laquelle nous, on pense être fait et pour laquelle on est tous les jours au travail. Alors, si on a bien compris, Bruno, il y a donc à la fois la partie industrielle avec des presses qui se sont modernisées, robotisées, automatisées. Il y a des rédactions où les logiciels ont permis de gérer l'information autrement. Mais toute cette technologie, finalement, c'est des hommes et des femmes qui l'utilisent au quotidien. Alors, est-ce qu'on peut mettre une focale un peu sur ce que vous avez fait pour développer, former, sensibiliser les gens qui voyaient débarquer ces nouveaux logiciels, ces nouvelles manières de travailler? Oui, alors là, pendant tout un temps, de manière relativement traditionnelle, on a dans différents endroits ce qu'on appelle nos académies, qui permet effectivement, à l'arrivée d'un nouveau logiciel, de pouvoir former soit des journalistes, soit des opérateurs par rapport à ça. Ce que l'on développe aujourd'hui, et là, en fait, cette transformation numérique nous permet de le faire, c'est permettre en fait à tout un chacun d'être fournisseur d'une information qui permet à quelqu'un d'autre d'être formé, en fait. Et donc, aujourd'hui, donc soit au travers, par exemple, de ces systèmes de visioconférence, des groupes virtuels de travail, de formation se mettent en place, mais également la mise en place en fait des webinaires. Hein. Il y a énormément de systèmes de webinaires auxquels vous accédez quand vous voulez accéder à une information. Effectivement, au sein des entreprises, ces webinaires se mettent en place et par exemple permettent de faire ce partage d'informations. De manière générale aussi, ce qui est intéressant dans un groupe comme Rossel, c'est effectivement on laisse place à énormément d'initiatives et donc on a aussi énormément de création de ressources documentaires qui aujourd'hui sont facilement partageables et donc on fait énormément de co-création de documents pour pouvoir transmettre cette information quand on l'estime pertinent. Sinon, on a des méthodes un peu plus, comment dire, collaboratives de formation. Donc notamment, par exemple, on se réunit avec l'ensemble des personnes qui sont intéressées par un sujet de formation et en fait, on regarde tous ensemble toute une série de vidéos de formation et en fait, après chaque vidéo ou après chaque pause, on se met tous en question, quelque part en s'auto-coachant par rapport à ce qu'on a vu, en se disant effectivement qu'est-ce qui est pertinent pour nous en termes d'entreprise par rapport à ce qu'on a vu, comment est-ce qu'on pourrait réagir, comment est-ce qu'on pourrait le mettre en place et ce genre de choses. Et puis après, il y a effectivement le programme de Rossel Campus en particulier, qui est le programme. Si je suis là, c'est effectivement parce que Charles-Henri participe avec nous à ce programme, qui est effectivement un programme où on laisse place à l'innovation. Donc il y a une partie de mise en place. Alors, tu as parlé de ton UX Lean. Nous, on est encore qu'à la partie Business Model Canvas, mais qui est une partie, comment dire, cependant intéressante par rapport à ça. Mais donc, on réunit, on est à la troisième organisation, mais donc on réunit plus ou moins 24 personnes dans un séminaire résidentiel où on essaye effectivement tant de valoriser l'aspect networking, j'insisterai peut-être un peu plus par rapport à ça après, que dans l'aspect, comment dire, formation par rapport à la perception de l'ensemble des éléments essentiels à la mise en place d'un concept, d'un projet. Voilà, donc pour tout le monde, il y a les formations outils, il y a les formations où on échange, parce qu'on l'a vu au Fab Lab et Vincent nous l'a dit, on découvre en avançant, et c'est en faisant qu'on se pose la question. Il n'y a pas de formation toute faite pour utiliser une imprimante 3D, il faut l'essayer. Et puis, il y a aussi un moment donné où on enferme des gens pendant 4 jours en leur disant, ben voilà, challenge, il faut sortir d'ici avec une idée. Vous venez de Paris, vous venez de Reims, vous venez du marketing, vous venez de la rédaction, etc. Vous avez 4 jours, et dans 4 jours, on présente au patron du groupe des idées innovantes. Et puis alors là, on a tous des outils d'idéation. Tu parlais du Business Canva. Ouais. Vous connaissez ça, Business Canva? Parmi vous, qui est-ce qu'ils connaissent Business Model Canva? Bon, ben voilà. C'est des outils, ceux qui ne connaissent pas, plongez vite sur Internet, jetez un coup d'œil. C'est une manière finalement assez méthodique, progressive, de se poser les bonnes questions sur qu'est-ce qu'on veut faire, pour qui et à quelles conditions économiques on peut le réaliser. Donc, on a offert la possibilité à 3 groupes de plonger en toute liberté, presque 24 heures sur 24, sur la réalisation d'une idée.
Oui, en fait, on se rend compte qu'en fait, dans des entreprises, et comme dans tout groupe, et ce groupe-ci peut en être un exemple, par rapport en fait aux différents enjeux, on pourrait directement se diviser en quatre ateliers, définir un enjeu qui est important, et avec en fait les compétences de chacun, réussir à pouvoir déjà donner toute une série d'informations qui permettent de cerner le problème et trouver par rapport à ce problème des solutions, se mettre en adéquation, j'aimais bien sur comment tester une idée, c'est effectivement on développe un savoir-faire auprès des collaborateurs pour aller tester leur idée, plutôt que notre industrie a été une industrie, on a été plutôt en broadcast, hein, on a écrit une information, on la diffuse. Aujourd'hui, on développe en fait des compétences au sein de nos entreprises en capacité importante d'être à l'écoute des besoins du consommateur et quelque part d'adapter nos produits par rapport à cette problématique-là. Et effectivement, au travers d'un processus itératif, au travers de tous ces termes qu'on utilise au sein des startups, on crée de l'intrapreneurship et on crée effectivement des réflexes de pouvoir effectivement pivoter sur base d'une idée, donc accepter à un certain moment qu'une idée n'est pas formidable, qu'elle n'était pas la meilleure et qu'elle peut être influencée par un retour utilisateur, qu'elle peut être influencée par rapport à des données que l'on pourrait constater, par rapport à des taux d'usage attendus. Et en fait, de pivoter très très rapidement pour réussir à proposer en fait un projet, une idée qui est intéressante. Ce processus d'idéation est aussi important. On explique en fait aux personnes que c'est pas forcément l'idée telle qu'elle a été écrite à un instant T qui va être pertinente. C'est le fait en fait de pouvoir échanger autour d'une idée pour que d'autres idées viennent en fait aux personnes qui y sont exposées pour pouvoir petit à petit converger à une idée qui pourra faire place à un vrai projet pour lequel effectivement on déciderait d'allouer un budget par rapport à ça. Mais plus encore, et moi ce que je voudrais vraiment insister ce soir, c'est effectivement le fait que c'est le contact entre les gens qui est essentiel, vraiment. En fait, si ces innovations technologiques peuvent à certains moments apparaître comme submergentes pour une entreprise parce qu'elles arrivent en fait de toutes parts, et en fait, c'est au travers du contact avec les gens qu'on arrive à résoudre, à pouvoir comprendre ce qui est important pour notre industrie ou pas, à pouvoir trier, mettre en priorité les différentes informations et réussir à se donner un plan de marche pour pouvoir effectivement réussir soit à les mettre en place, soit à dire bah, effectivement on est d'accord, cette information-là, on va la placer de côté parce qu'on va y travailler dessus dans 6 mois ou dans 12 mois, pour pouvoir trouver en fait un rythme sur lequel on est tous capables de travailler sans se sentir submergé par rapport à notre capacité de réaliser en fait l'ensemble des différentes idées. On peut dire que ce qu'on a encore vérifié, c'est que même si quelqu'un vient avec une très bonne idée, en 2 jours ou en 4 jours, où il travaille avec 4 ou 5 personnes, on a une bien meilleure idée, on a une toute autre idée qui sort. Comme disait Vincent, son idée, il l'a maturée un certain temps, mais il y a un accélérateur maintenant dans son projet parce qu'il a rencontré des gens qui l'ont accompagné, qui ont critiqué, qui ont amené des choses, qui ont testé, essayé son projet, et ce dialogue-là lui a fait prendre une vitesse importante. Eh bien, on a dans une des sessions demandé aux gens de venir avec des idées. Aucune des idées initiales n'a survécu aux 4 jours d'idéation. Mais les idées qui sont sorties sont des idées qui ont pu être parfois mises en œuvre et parfois attirent vraiment l'attention puisqu'il y a au moins un succès qu'on peut mettre en avant. Oui, tout à fait. Au-delà de ça, il y a aussi en fait l'approche aujourd'hui, le fait que l'on a des outils pour pouvoir prototyper en fait certains types de projets et de pouvoir aussi tester sur base de nos audiences au travers de questionnaires. En fait, aujourd'hui, avec les systèmes qui sont à nos dispositions, on est capable en fait de présenter une information sur un sous-ensemble très très précis de l'ensemble de l'audience, de voir comment elle va réagir. Comment dire, j'aime bien l'exemple du prototypage, donc c'est avant un prototype, c'est par exemple dans une chaîne de fast-food pour pouvoir tester s'il y a de l'appétence pour un nouveau produit, il le rajoute simplement sur la pancarte en disant ça c'est le nouvel hamburger. Quand les gens viennent demander ce nouvel hamburger, ils disent non, désolé, il n'est pas disponible pour l'instant, on n'a plus de stock. Mais quelque part, ils arrivent à découvrir de l'appétence. À certains moments, nous changeons par exemple des éléments du menu pour voir s'il y a un intérêt sur cet élément du menu. Et effectivement, on explique à ces personnes-là qu'ils ont fait partie d'un test et qu'effectivement, c'était surtout leur intérêt par rapport à ces éléments-là. Mais ce qui permet en fait effectivement de mettre tout le monde dans cette logique de test. Ça nous arrive, suite à tous ces projets d'idéation, de descendre dans le métro avec les équipes et d'aller directement exposer l'idée en disant tiens,
en termes d'application? Est-ce que cette application vous ferait plaisir? Et effectivement, de pivoter autour de ces éléments-là en ayant été concrètement, directement les exposer par rapport à ça. Et puis effectivement, l'ensemble de ces processus d'idéation permet de faire progresser, de créer nos futurs roadmaps. Tous les travaux, par exemple, qu'on est en train de réaliser, on est en train d'évaluer autour de la voix, qui est comment dire, un des médias qui sera utilisé pour pouvoir commander vos besoins en termes d'information au travers des différentes appliances comme Google Home, Amazon Alexa, etc., sont des éléments qui ont été initiés à tout le moins, en tout cas qui ont renforcé un flux. Il faut savoir que, comment dire, des sociétés d'ailleurs comme les nôtres ont énormément de personnes qui ont l'habitude d'émettre des avis. Donc, ce sont des sociétés qui regroupent des gens qui ont énormément d'opinions et qui prennent plaisir à les exprimer. Et donc, effectivement, on crée en fait des petits ruisseaux qui vont remplir une rivière, qui in fine vont remplir un fleuve pour pouvoir effectivement prendre une décision industrielle de créer un nouveau produit. Est-ce qu'on peut juste évoquer à un moment donné des aspects un peu négatifs? Qu'est-ce qui aujourd'hui pose encore problème dans l'idéation, dans la création de ces idées, dans ces échanges, dans une entreprise comme Enseigne? Je pense qu'il faut en fait accepter à un certain moment les règles du jeu et le processus d'idéation. Quand les gens rentrent de manière naturelle dans un processus d'idéation, ils s'attendent quelque part à ce que leur idée, de manière, au moment où elle a été même quelque part triturée et proposée, soit un projet qui soit mis en place en fait. Il faut accepter en fait que ces processus d'idéation, ce sont des skills, des soft skills qu'on essaye de transmettre en fait à nous tous, pour pouvoir effectivement au quotidien dans les différentes réunions savoir mener une réunion pour mener à bien un projet tel qu'il a été quelque part enregistré dans le cadre d'une roadmap, et de savoir en fait que ces processus-là donc sont tant là pour amener un soft skills que de faire rebondir les idées des uns et des autres. Et donc il faut en fait savoir diminuer sa part d'ego en disant c'était mon idée et je veux qu'elle soit mise, ou bien quelque part de vouloir penser que son idée, quand on l'identifie, fait partie et quelque part est celle qui a permis au projet de se faire. Non, c'est d'accepter qu'on est tous co-créateurs d'une idée. Donc ça fait développer cet aspect interrelationnel, comment dire, se satisfaire de la réussite de l'autre en ayant contribué pour partie. Et donc ça développe en fait comment dire, des stratégies d'équipe beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus collaboratives et étant capable en fait de réaliser des objectifs communs et de se satisfaire que l'objectif commun amène à satisfaction personnelle. Merci Bruno. En tout cas, on espère qu'en sortant d'ici, vous aurez envie de créer votre propre Fab Lab avec quelques collègues, de vous y lancer. Mais si tu avais quelque chose, un conseil, un retour, un clin d'œil à nous partager, Bruno, avant qu'on se lance dans l'aventure, qu'est-ce que ce serait? C'est tout à fait personnel le conseil. C'est en fait de chercher en fait toujours à ce que l'autre soit la personne en fait qui réussisse et pas vous. C'est vrai que dans ce processus en fait de création d'idées, de start-up, il peut à certains moments y avoir un processus égotique qui cherche à vouloir soi-même réussir, quelque part même un peu au détriment des autres. En fait, c'est vraiment de savoir accepter que seul, c'est super difficile de mettre en place quelque chose. C'est savoir accepter en fait que c'est de créer cette notion d'équipe. De temps en temps, en fait, ça doit vous arriver. On sent qu'il y a des tensions dans la réunion. En fait, c'est intéressant en fait d'arrêter la réunion et de dire en fait, est-ce qu'on est une équipe? Qu'est-ce qui nous motive à pouvoir arriver? Quels sont les enjeux? Quelles sont les valeurs que l'on défend? Et effectivement, de se rendre compte qu'à partir de ce moment-là, l'ensemble de si ces valeurs sont satisfaites, d'accepter en fait qu'on soit tous à co-construire quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye vraiment de transmettre, parce que sinon on arrive souvent en fait à des batailles d'ego. Et moi, un élément qui m'aide et que je transmets, et je vais vous le transmettre maintenant, c'est effectivement quand vous vous sentez en fait en difficulté par rapport à quelqu'un et que vous sentez monter en vous les émotions, au fond de vous-même, vous regardez la personne, vous ne lui dites pas, mais vous dites « je te souhaite d'être heureux ». Et en fait, des démarches de ce type-là, qui sont des démarches plutôt, comment dire, de savoir-être, de savoir-vivre, en fait, vous vous rendez compte que d'être au fond de vous-même, de sentir l'émotion monter, d'être conscient que cette émotion arrive, de vous arrêter, de regarder la personne en face et d'abord lui souhaiter d'être heureux,
en fait, permet de créer des climats de co-création et de retrouver en fait des énergies qui sont très intéressantes. Donc ce soir, je vous ai déjà tous souhaité d'être heureux et de réussir comme vous voulez le réussir. Et moi, ça me rend heureux et ça me rend plus positif de manière générale sur l'ensemble des projets sur lesquels je monte. Un tout grand merci, Bruno. Nous avons commencé par... On conclut. On a commencé avec des technologies, on termine avec du bonheur et des valeurs. Je trouve qu'on a fait un beau trajet, Samuel. Juste avant de conclure, je voulais voir si l'audience avait des questions pour Bruno, tout simplement. Est-ce que... Oui, non, personne? Non, alors... Oui. Comment vous évaluez le bien-être que vous apportez à vos collaborateurs et employés? En fait, c'est une question intéressante. Donc la question est comment est-ce que vous évaluez le bien-être que vous apportez à vos collaborateurs et à vos employés? C'est une, comment dire, une responsabilité qu'on, quelque part, aujourd'hui, dans la manière dont on crée les choses, quelque part qu'on ne mesure pas. En fait, quelque part, on laisse les gens en responsabilité de voir si ça leur procure ou si, après une démarche telle que les 5 jours de formation, on a bien sûr des feedbacks qui nous permettent de comprendre. Sur l'élément un peu plus intime et personnel, comme je vous l'ai dit, sur cette transmission du bonheur, c'est quelque chose que l'on laisse quelque part à la personne en responsabilité de savoir si effectivement ça a fonctionné. De ce que moi je sais, c'est dans des systèmes, dans une approche systémique des choses, le fait que quelqu'un se met déjà en dialogue pour pouvoir effectivement souhaiter à l'autre personne d'être heureux, ça modifie généralement d'un petit delta, soit de l'effet est immédiat, mais à tout le moins la graine est à chaque fois semée par rapport à ça. Et donc voilà, mais donc il n'y a pas d'évaluation stricto sensu de ce critère-là, en tout cas pas encore dans nos entreprises. Au-delà des indicateurs, on peut dire qu'on voit et les sourires, et les liens qui se créent, et le réseau qui commence à naître, et on voit également des gens qui restent dans le groupe et qui sont créatifs. Je crois que c'est quand même des balises qui sont importantes, même si elles se mesurent peut-être encore suffisamment aujourd'hui. La dernière question de la soirée? Charles, une conclusion? Écoute, remercier tout le monde. Restez évidemment à votre disposition et vous remercier pour la ténacité que vous avez eue et le courage que vous avez eu d'être assis là dans notre Fab Lab garage et remercier l'équipe du Fab Lab et puis te remercier aussi Samuel, remercier toute l'équipe des cafés numériques qui font vraiment un travail de sensibilisation, de diffusion de qualité. Merci pour la retransmission Facebook dont on doit encore mesurer tout l'impact et toute la valeur au fur des années qui viennent. À très vite, par courriel, par échange, n'hésitez pas et puis bonne créativité à tous. Voilà. Pour ma part, je vous invite éventuellement, si vous êtes intéressé par la transformation digitale du cinéma, à vous inscrire pour le prochain café numérique. C'est le 12 décembre, ce sera un mardi. C'est un petit changement par rapport à notre jour habituel. Donc mardi 12, les inscriptions sont ouvertes sur notre site et puis le bar est ouvert. Bonne soirée à tous et merci à ceux qui nous ont suivis sur Facebook. Bonsoir.